Bonjour. Je suis jalouse. Faut partager. Faut partager. Je vais faire un effort. Alors, comme on va partir en voyage, on va prendre un avion, ce serait bien d'éteindre les téléphones et de les mettre en mode avion, s'il vous plaît. Et on va partir. Bonsoir à tous et bonsoir à Delphine Minouy. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci à vous, c'est un plaisir d'être ici. Alors, vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres, romans et documentaires, on y reviendra. Vous avez été récompensée par le prix Albert Londres en 2006 pour les reportages que vous avez réalisés en Iran et en Irak. Et vous avez vécu à Téhéran, à Beyrouth, au Caire, et maintenant vous êtes installée à Istanbul. Donc on le voit, vous avez un très fort tropisme moyen-oriental, proche-oriental. Alors vous l'avez raconté souvent, vous l'avez raconté aussi mercredi soir à l'occasion de la projection des Chroniques de Téhéran. Peut-être que tout le monde n'y était pas. Donc, est-ce que vous pourriez nous re-raconter votre histoire, le lien avec votre grand-père qui a impulsé cette passion moyenne-orientale? Oui, souvent, dans nos carrières de reporter, c'est souvent des hasards qui nous guident plus que des choix personnels, des voies toutes tracées. Et ça a été mon cas. Et en fait, à un moment donné, il y a une espèce de télescopage entre la jeune étudiante en journalisme que j'étais, qui s'est retrouvée diplômée en journalisme en 1997, et à la fois l'actualité et l'histoire personnelle. Puisqu'en 97, la même année, en Iran, il y a eu l'élection du président Khatami, premier président réformiste, qui ouvrait les vannes d'un pays complètement verrouillé, fermé sur le monde depuis l'arrivée des mollahs au pouvoir après la révolution contre le Shah en 1979. Et c'était la première fois, il y avait un léger allègement de la censure, donc une possibilité pour les reporters de se rendre sur place. Moi-même, j'ai des origines iraniennes, mais que je méconnaissais pratiquement totalement. J'ai grandi dans un milieu très français, je suis née à Paris, d'une mère française, d'un père iranien, mais qui avait fait un blackout total sur son pays d'origine. Et cette même année, il y a également mon grand-père iranien qui vivait à Téhéran, qui est tombé gravement malade et qui a eu un problème de cœur, qui a dû venir à Paris pour se faire opérer. Ses artères commençaient vraiment à se boucher. Et les médecins l'accueillent à Paris et nous convoquent à l'hôpital et nous disent qu'en fait, il est trop tard pour l'opérer, qu'il lui reste seulement quelques jours, quelques semaines à vivre. Et il y a eu ce déclic en moi et je me suis dit, bon sang, j'ai cette moitié invisible, cette moitié méconnue que je ne connais pas et tout est en train de disparaître avec mon grand-père. Donc j'ai passé jour et nuit à l'hôpital, à ses côtés à Paris. Et c'est lui, et je lui en suis très reconnaissante, qui m'a donné mes premiers cours de persan, qui m'a offert un poème magnifique de Hafez, un grand poète persan. Et on dit en Iran, je l'ai appris plus tard, qu'il y a cette tradition quand, dans des moments de doute, de désespoir, d'introspection personnelle, on ouvre au hasard le recueil de poèmes de Hafez. Et en fait, on lit entre les lignes d'un poème. C'est un peu la boule de cristal à l'orientale, entre guillemets. Et donc, il m'offre ce poème et qui dit littéralement qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà du sable rassurant du rivage. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur la vague. Et donc, mon grand-père s'éteint, mon grand-père décède, et j'ai ce poème entre les mains qui me dit qu'il ne faut pas avoir peur. Et évidemment, j'avais toujours eu cette peur d'aller à la recherche de mes origines. Et donc, j'ai poussé la porte d'une agence de voyage, j'ai pris un billet d'avion pour 10 jours. Et en fait, je suis restée 10 ans en Iran. Et c'est là où il y a eu tout s'est imbriqué. Entre cette jeune reporter que j'étais, qui partait sur la route de ses origines et qui, en fait, a fait son terrain, son apprentissage vraiment du journalisme, en découvrant ce pays mystérieux, qui faisait peur, et tellement intriguant et tellement attirant. J'ai littéralement été aimantée par l'Iran, de par mes origines, mais de par aussi cette population fascinante que j'ai découverte au-delà des carcans imposés par la République islamique.
Alors, vous vous êtes installé pendant 10 ans, ce qui implique des amitiés, ce qui implique un chez-soi, l'apprentissage d'une langue. Est-ce que cette immersion permet de pratiquer, selon vous, un journalisme plus honnête, plus sincère? Oui, j'ai toujours, dès que je suis arrivée, j'ai pris le parti de me fondre dans la masse. Donc j'ai aussi accepté, l'époque des femmes en Iran n'était pas la même qu'aujourd'hui, où elles s'accordent la possibilité de faire tomber le voile. Donc j'ai accepté, pour moi c'était une sorte de visa imposé, de porter le voile, donc dans l'espace public évidemment, et de le retirer dans l'espace privé. J'ai appris la langue. J'avais 22-23 ans, donc j'avais cette soif aussi de découvrir les jeunes de mon âge, qui étaient pleins de fougue et beaucoup plus résistants, engagés, rebelles que moi, je ne l'étais venant de France. Donc c'était l'apprentissage aussi d'un combat de tous les jours, apprendre à slalomer entre les interdits, une espèce de schizophrénie intégrée. Dans la rue, on ne serre pas la main aux hommes, on ne fait pas la bise, on fait attention à ce qu'on dit, on s'habille d'une certaine façon, et dès qu'on arrive derrière les murs des maisons, eh bien, il y a les soirées clandestines, il y a le militantisme à travers des ONG souterraines, enfin tout se fait en souterrain, et tout de suite, voilà, j'ai intégré ça, et j'ai voulu vivre comme les jeunes de mon âge à l'époque. Alors, on l'a dit, vous avez aussi vécu dans d'autres pays du Proche-Orient. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi ce même genre d'intégration dans d'autres pays avec d'autres langues? Oui, en fait, après, ça a été toujours ma condition de départ. À chaque fois que j'arrivais dans un pays, j'avais cette envie et ce besoin pour mieux comprendre les gens, et on reviendra certainement plus tard sur le pouvoir que j'accorde aux mots. Les mots sont très importants pour moi, et donc j'ai toujours voulu apprendre la langue locale, même si parfois un apprentissage, c'est l'histoire d'une vie. Notamment l'arabe, parce que quand je suis arrivée à Beyrouth, j'ai appris le dialecte libanais. Mais une fois au Caire, j'étais complètement perdue, parce que c'est la richesse aussi de cette langue arabe. Il y a l'arabe, le fossa, l'arabe littéraire, et puis après, dans chaque pays, c'est un dialecte différent. Donc dans la mesure du possible, j'ai voulu apprendre à chaque fois la langue pour favoriser ce contact toujours très important, direct, à travers les mots. Avec les gens, parce que par les mots, surtout dans ces pays-là, il y a à la fois les mots du quotidien, et puis il y a toutes ces métaphores très, très fleuries qui permettent aussi de créer du lien, de mieux comprendre les gens, et c'est aussi à travers ça que j'ai réussi à aussi me mettre en immersion totale à chaque fois que j'étais dans un pays différent. Alors, dans un de vos livres, vous soulignez un paradoxe assez étonnant, c'est de dire qu'en tant que femme, l'intégration est plus facile dans des pays où pourtant la condition féminine est très difficile. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est très contre nature en fait, et ça semble paradoxal vu d'ici, parce que c'est vrai qu'au Moyen-Orient, dans les pays arabo-musulmans, c'est des sociétés souvent très cloisonnées. Je l'ai vécu d'abord en Iran, où dans les bus, il y a la section des femmes, la section des hommes, de même dans le métro, ou quand vous êtes invité à un mariage, vous avez les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et entre parenthèses, on s'amuse tellement mieux du côté des femmes. Parce que les hommes, ils repoussent les chaises contre les murs, ils se regardent comme ça en chien de faïence, et du côté des femmes, on met la musique, on danse, on se raconte plein d'histoires, et parfois d'ailleurs, on voit des yeux comme ça qui passent derrière le rideau pour essayer de goûter à ce que nous on vit. Mais ironiquement, en fait, quand vous êtes dans ces pays-là, donc ce qui est fascinant, c'est que vous avez accès, en tant que femme, à toutes ces sphères féminines incroyables, y compris à la prière du vendredi, la prière traditionnelle, où il y a aussi la section des hommes et des femmes. Et il se dit plein de choses du côté des femmes. Là, les langues se libèrent complètement. Mais en tant que femme, on a aussi accès au milieu masculin. Parce qu'au nom de ce foulard passeport que j'évoquais tout à l'heure, par exemple en Iran, mais aussi en Irak, j'ai eu accès à des interviews incroyables avec de grands ayatollahs. Mais comme j'étais drapée des pieds à la tête, pour eux, j'étais complètement asexuée. Donc ils me recevaient. Donc dans ces pays-là, moi je dis toujours qu'on devient le sexe neutre. Je ne me considère pas comme... Je suis plus femme, je suis plus homme, je suis une espèce
neutralité la plus totale, et journaliste avant tout, évidemment. Et ça permet d'avoir l'histoire dans son intégralité. Et il m'arrive souvent sur ce terrain-là de discuter avec des confrères masculins qui sont un peu frustrés parce que eux, ils n'ont qu'une moitié de l'histoire. Ils sont qu'avec les hommes. À l'inverse, ils vont pas, ils vont pas se mettre un tchador pour aller voir les femmes. Et c'est fascinant. Et en fait, ce qui m'est souvent arrivé aussi, c'est on est dans des sociétés. Alors c'est vrai que on reviendra là-dessus. C'est des cultures très patriarcales. Il y a aussi le poids de la religion, mais il y a aussi ce côté très protecteur. Donc, il arrive souvent de prendre le bus de nuit, le train toute seule. Et quand j'arrive dans un village et qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'auberge, je sais que je serai toujours accueillie là-dedans. Accueillie les bras ouverts. Je n'ai jamais eu aucun problème de harcèlement dans ces pays-là. Et j'ai toujours, voilà, je me suis retrouvée toujours sous la coupe, sous la protection de quelqu'un. Et ça, je trouve ça fascinant. Les familles, surtout, nous ouvrent toujours leurs portes. Et en tant que journaliste, est-ce que vous verriez couvrir d'autres terrains, d'autres régions du monde? C'est une bonne question que j'essaye toujours d'éviter de ne pas me poser parce qu'en fait, oui, j'ai cette attirance vraiment presque charnelle à cette région. Et j'ai l'impression que si on m'envoyait en reportage, oui, en Chine, en Russie ou ailleurs, je serais inutile, je ne connais pas les codes, j'aurais pas ma place. Et c'est pour ça que je me suis jamais donné de date limite. Oui, après, c'est vrai qu'avec tous ces pays, j'ai déjà fait beaucoup le tour. Donc, what's next? Quelle est la prochaine échéance? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je continue sans cesse, même si ce sont des zones où il y a de moins en moins d'espoir. Mais ce sont des zones qui continuent à m'aimanter parce que justement aussi, j'éprouve ce besoin. Il y a tellement d'amalgames. On voit le monde arabo-musulman comme un gros ensemble comme ça. Et il y a tellement de stéréotypes et de clichés et être sur place permet de raconter la subtilité. Et justement, et c'est souvent mon défi, à travers des histoires vraiment incarnées, des histoires de personnes, des histoires de héros anonymes qui se retrouvent par la force du destin. C'était des gens qui étaient des citoyens totalement ordinaires, mais qui se retrouvent être des activistes extraordinaires parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y a eu une révolution, parce qu'il y a eu un coup d'État. Et je me dis que c'est ça aussi mon rôle. C'est des pays où les gens partent beaucoup, fuient, partent en exil. Et je me dis toujours, c'est quand tout le monde part qu'il faut rester pour continuer à raconter. Et donc c'est pour ça que je suis toujours restée. Alors vous venez d'évoquer le regard qu'en France on peut porter sur le monde arabo-musulman. Et quand on est journaliste, qu'on habite dans ces régions-là, comment on perçoit l'actualité en France, ou la France même, en ayant ce recul? Comment la population locale l'aperçoit ou comment vous, en tant que reporter et expatrié? C'est intéressant parce que les enjeux sont tellement différents. Et c'est vrai que longtemps, j'ai réalisé à quel point, et on s'en rend difficilement compte quand on vit ici, et moi-même, quand j'étais jeune, je ne réalisais pas, à quel point on a des acquis merveilleux. La génération de nos mères s'est énormément battue, ou de nos parents en général. Il y a eu mai 68, il y a eu la lutte pour avoir la pilule, la contraception, la question de l'avortement. Et ça, c'est des notions qui sont des véritables combats aujourd'hui dans les pays où je vis. Et aujourd'hui, je pense que c'est différent. La France, peut-être, arrive à un autre tournant. Bon, et après, il y a eu les mouvements MeToo, etc. Et c'est là où, finalement, peut-être que les combats de ces femmes que j'ai côtoyées au Moyen-Orient commencent à se rejoindre avec les combats au féminin ici en France. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Alors, c'est différent, mais il y a peut-être plus de prise de conscience dans les deux sens.
Et peut-être que c'est pour ça aussi, je m'en suis rendu compte avec le récent mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, il y a tout comme un fil de solidarité qui s'est tissé entre femmes iraniennes, femmes françaises, femmes occidentales par extension, parce que finalement c'est des combats communs qui ressurgissent. Ça, c'est le sujet de votre nouveau livre. Et juste avant d'y venir, j'avais envie de parler de la liberté d'expression, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous habite. C'est un sujet qui traverse tous vos livres, que ce soit les documentaires ou les fictions. Et vous, en tant que journaliste, vous avez vécu dans des pays, vous vivez dans des pays où la presse n'est pas libre. Et vous-même, vous avez été inquiété. Je pense à cet épisode qui fait froid dans le dos de Monsieur Finger, comme vous l'appelez. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Oui, quand j'habitais en Iran, parce que donc j'y ai vécu 10 ans, et autant les premières années étaient des années de tous les possibles, comme je disais tout à l'heure, c'était la nouvelle porte ouverte sur la réforme, des brèches qui s'ouvraient comme ça dans le mur de tous les interdits. Ça a été le boom de la presse à la fin des années 90, le boom de l'Internet, la floraison des blogs, les journaux féminins, les ONG, etc. Mais très vite, ça s'est refermé d'année en année avec ce retour en arrière des conservateurs. Et donc, en tant que journaliste, j'en ai fait régulièrement les frais, puisque dès qu'un article que j'écrivais ne plaisait pas aux autorités iraniennes, et que mes articles étaient traduits par le comité de la censure, et malheureusement, en fait, ils n'étaient pas traduits. C'est ce que je raconte dans le livre « Je vous écris de Téhéran ». Ils étaient interprétés. Donc en fait, j'étais convoquée dans des situations complètement absurdes par les services de renseignement qui avaient sous leurs yeux des piles entières de mes articles traduits. Et quand ils me les lisaient en personne, en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais écrit. Donc on était dans une situation de quiproquo permanent où ils m'accusaient d'avoir écrit des choses que je n'avais pas écrites. Et ce qui m'a valu beaucoup de problèmes, des convocations régulières, des menaces indirectes avec des coups de fil anonymes, des voitures aux vitres teintées qui me suivaient régulièrement, des gens qui en pleine nuit me jetaient des pierres et des cailloux sur mes fenêtres, jusqu'au moment où on m'a menacé de me convoquer au tribunal. Et je savais que si j'allais au tribunal, puisque je suis binationale, c'était la loi iranienne qui s'appliquait contre moi et que je pouvais atterrir derrière les barreaux. Donc oui, la censure, Alors, c'est ça le problème de la censure en Iran, c'est qu'il n'y a pas des règles préétablies, il y a des lignes rouges qui sont constamment fluctuantes, et pour peu que cette ligne rouge, à un moment donné, se dresse contre vous, en 24 heures, tout peut basculer, et vous pouvez vous retrouver dans une espèce de toile d'araignée dont vous ne pouvez pas du tout vous sortir. Alors j'ai sélectionné un tout petit passage de Je vous écris de Téhéran qui parle de la peur. À force de côtoyer la peur, nous ne saurions plus vivre sans elle, comme si notre corps entier était programmé pour l'endurer. Nous étions réglés par la peur, tous nos gestes n'avaient de sens qu'à travers elle. Comment déjouer un guet-apens, se railler des menaces, écouter un bruit, l'apprivoiser, répondre à un appel, contourner le danger. Chaque fois, on se promettait que c'était la dernière, et puis on recommençait. Serions-nous un jour capables de vivre autrement ? Alors, est-ce que vous avez été capable un jour de vivre autrement ? Est-ce que c'est toujours comme ça ? Non, la peur, en fait, on finit par l'intégrer. C'est une compagne de tous les jours. C'est comme un petit personnage comme ça qui est derrière votre épaule. Et en fait, moi, j'assume entièrement d'avoir peur. Parce que c'est quand on oublie d'avoir peur qu'on risque gros, qu'on prend des risques démesurés. Donc c'est important qu'elle soit là. Et c'est vrai que quand on revient en France, on garde certains réflexes et certains mécanismes. Mes amis le savent, je parle très peu au téléphone. J'adore envoyer des textos, mais je préfère aller prendre directement un café ou aller déjeuner, mais j'ai pas ce réflexe de discuter au téléphone parce que j'ai tout cet historique des coups de fil qui sont des conversations qui sont écoutées, qui sont enregistrées, des situations les plus absurdes. Je me souviens encore à Téhéran où souvent, voilà, je suis dans une discussion au téléphone et tout d'un coup la ligne coupe parce qu'il y a peut-être un mot de trop qui a été prononcé.
et des situations encore plus absurdes où, ça c'était à l'époque quand ils étaient mal organisés, maintenant je pense que c'est beaucoup plus informatisé, mais donc en fait à un moment donné on entend un déclic, un clic, et quand on entend le clic on sait que c'est le début du moment où ils vont commencer à nous enregistrer. Mais en fait parfois quand ils se plantent dans leur manipulation, en fait ils vous enregistrent et ils vous repassent en boucle ce que vous êtes en train de dire. Et il m'arrivait à plusieurs reprises, au début je comprenais pas parce que j'étais dans une conversation, souvent avec mes rédacteurs en chef à Paris, et puis à un moment donné, je me réentends, et je réentends mon rédacteur en chef en train de répéter la même chose, et après quand la ligne revient, mon rédacteur en chef me dit « Mais attends, mais tu me l'as déjà dit ?» Et je dis « Oui, mais en fait, moi non plus, je comprends pas. » Et en fait, c'est parce qu'il y avait comme une cassette, je pense, à l'époque, et donc on vous repassait en boucle ce que vous disiez. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une peur, et après vous apprenez, vous apprivoisez aussi cette peur, et vous en rigolez. Parce que vous vous rendez compte que, alors c'est ça aussi, ces régimes-là, ils veulent vous casser en permanence. Ils veulent vous isoler dans votre peur, dans votre paranoïa. Ils veulent surtout pas que vous en parliez aux autres. Et même dans mes convocations au renseignement, à chaque fois, j'avais l'interdiction de partager ce que j'avais vécu. Et au début, toute naïve, je n'en parlais pas, jusqu'au jour où j'en parle à mes amis journalistes, et on réalise qu'on est tous convoqués par la même personne, et on arrive à l'identifier parce que c'est le fameux Mr. Finger, parce qu'on l'avait surnommé ainsi, parce qu'il lui manquait 2 doigts. Pourquoi il lui manquait 2 doigts? Parce c'était un vétéran de la guerre Iran-Irak. Et quand on commence à réaliser qu'on est tous convoqués par la même personne, ben je sais pas, il y a quelque chose de... Voilà, il y a une espèce de solidarité qui se met en place, et du coup, on se tient au courant, on se prévient à l'avance, on s'explique les questions qui vont nous être posées, et de fil en aiguille, on s'est amusé à se railler de cette peur. Et on l'intègre, on l'accepte, on s'en moque, et là, la vie est beaucoup plus facile à vivre. Alors cet humour, vous y faites allusion dans Reporter de guerre, le petit texte de la conférence que vous avez donné à la Maison de la Poésie l'année dernière. Le texte vient juste de paraître aux éditions Bayard. Et dans ce texte, vous évoquez une blague irakienne sur les dentistes. Est-ce que vous pourriez nous la raconter? Oui, c'est quand donc j'ai passé beaucoup de temps en Irak, et je suis arrivée à Bagdad juste après la chute de Saddam Hussein. Et les gens, souvent, ouais, quand j'allais dans les foyers, que je parlais, je passe beaucoup de temps souvent avec les femmes, au-delà de mes interviews, c'est ça aussi ce côté important de l'immersion, c'est que au-delà des interviews, je finis toujours dans la cuisine à préparer les repas avec elles, ou à aller faire les courses, et à s'occuper des enfants, à jouer avec les enfants. Et donc elle me racontait cette anecdote qui était la suivante, que en effet, sous Saddam Hussein, quand les gens allaient chez le dentiste et ils disaient ouvre la bouche, et bien en fait les gens n'osaient même pas ouvrir la bouche parce que ils avaient cette peur de parler qui était vraiment intégrée, et ça montre à quel point la peur s'intègre aussi corporellement, charnellement, qu'il y a des réflexes, et les mots, en fait pour moi c'est ça, c'est pas seulement, c'est au-delà des mots. Un silence veut tout dire. Un silence parfois dit plus qu'une parole dans ces pays-là. Et donc cette métaphore, cette image d'avoir peur d'ouvrir la bouche chez le dentiste, ça vous dit beaucoup sur cette crainte et cette paranoïa au quotidien. Et vous vous êtes donné comme rôle, comme mission de redonner la voix à ces personnes bâillonnées au quotidien. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez votre métier de journaliste et de grand reporter? Oui, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait presque naturellement. Donc avec du recul, maintenant je réalise à travers les écrits, à travers notamment mes livres, qu'il y a toujours cette espèce de fil permanent qui est cette idée de retisser des histoires, de repriser les silences, de donner la parole à des voix étouffées, oubliées, censurées, pour permettre que ces récits qui sont condamnés à l'oubli, d'abord qu'ils soient immortalisés, et qu'ils existent, et qu'ils atteignent voilà, un lectorat comme vous aujourd'hui, pour vous montrer comment les gens vivent là-bas, comment au-delà des discours anxiogènes du président Erdogan en Turquie, ou du guide suprême Ali Khamenei en Iran, ou des talibans en Afghanistan, comment des sociétés
derrière les voiles, derrière les discours, derrière les dictates qui sont imposés, comment ces sociétés continuent à vivre, à survivre, comment le défi du silence devient une raison d'être en fait. Et c'est cette raison d'être que j'ai envie de communiquer. Parce que, voilà, au fil du temps, je suis tombée sur des histoires incroyables. Je cite souvent en exemple la bibliothèque secrète de Daraya. Voilà. Où à un moment donné, donc j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie. Et puis à un moment donné, voilà, on parle des paroles. À un moment donné, je ne pouvais plus y accéder. On ne me donnait plus de visa pour aller à Damas. Donc je continuais quand même à aller en zone rebelle en passant par la frontière turque. Mais ce fut le moment où Daesh a pris le pouvoir sur toutes les zones rebelles et que malheureusement j'ai des collègues et des amis qui ont été kidnappés, pour certains assassinés. Et donc je ne pouvais plus me rendre sur place. Et j'ai fait face à ce dilemme qui était de me dire comment continuer à rendre visible l'invisible qui nous est imposé. C'est-à-dire que ce serait faire le jeu de Bachar al-Assad que d'arrêter de raconter ces histoires de résistance de l'intérieur. Et à ce moment-là, à l'époque, c'était en 2012-2013, je me suis réfugiée sur la toile et à travers l'Internet, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. En fait, il y avait une pléthore de récits incroyables puisque les citoyens syriens sont devenus des citoyens journalistes et ce sont eux qui ont commencé à raconter leur propre histoire. Et un jour, au gré d'un hasard et voilà, des réseaux sociaux, je tombe sur une page Facebook qui s'appelle Humans of Syria, donc les humains de Syrie, et c'est une photo. C'est une photo où l'on voit des jeunes avec des casquettes vissées sur la tête qui sont entourés de murs de livres et donc dans une bibliothèque. Et je vois la légende qui parle de la bibliothèque secrète de Daraya. Et donc je prends contact avec l'administrateur de la page Facebook qui finalement me met en contact avec les responsables de cette bibliothèque et qui me permet de discuter avec eux via WhatsApp, via les réseaux sociaux. Et donc Daraya, c'était un des berceaux de la révolution syrienne en 2011, qui a très vite subi les foudres de Bachar al-Assad. Non seulement ils ont été réprimés par les balles des miliciens et des policiers, mais très vite la ville a été littéralement assiégée par le pouvoir et bombardée au quotidien par des barils d'explosifs. Et parfois c'était 80 barils d'explosifs qui tombaient sur la ville. Et tout ceci a duré pendant 4 ans. Et parmi ces jeunes résistants qui sont restés dans la ville de Daraya, qui ont refusé de prendre les armes, il y a un groupe de jeunes qui s'est dit, nous, on va sauver ce qui reste de notre patrimoine. Et donc, ils ont fait la tournée des maisons abandonnées, des maisons bombardées, et ils ont sauvé comme ça 15 000 livres qu'ils ont rassemblés et qu'ils ont décidé de placer d'abord dans un sous-sol. Et in fine, ils en ont créé une bibliothèque qui est devenue leur agora de résistance. Et au moment où même les convois des Nations Unies ne pouvaient plus accéder à Daraya, eh bien, littéralement, ils ne mangeaient quotidiennement qu'une soupe à base de feuilles qu'ils ramassaient dans les rues. Donc au moment où ils n'arrivaient pratiquement plus littéralement à se nourrir concrètement, ils se nourrissaient de tous ces livres qu'ils avaient récoltés. Et donc, grâce à ces entretiens que j'ai menés avec tous ces jeunes régulièrement, à travers ce fil très fragile de l'Internet, parce qu'il faut imaginer qu'ils n'avaient plus d'électricité, donc pour produire du fuel, ils allaient faire fondre des poubelles qu'ils récupéraient, pour ensuite alimenter les groupes électrogènes et arriver à se connecter sur l'Internet. Donc, au gré de leur lien très fragile avec l'Internet, on conversait. Et grâce à ces conversations, j'ai reconstitué le puzzle de leur histoire de Daraya pour en faire un livre et immortaliser justement cette histoire qui, sinon, aurait été condamnée dans les poubelles de l'histoire. On aurait eu une méconnaissance
de cette résistance culturelle, de cette troisième voie entre Bachar al-Assad et Daesh, et qui, ironiquement, était la première voie de la révolution, voie étouffée, et qui aujourd'hui peut survivre à travers des écrits. Donc après mon livre, il y a eu tellement d'autres magnifiques écrits sur la Syrie et qui continuent à sortir aujourd'hui. Je pense à un jeune Syrien pianiste dans le camp de Yarmouk près de Damas, qui lui jouait du piano pour redonner du baume au cœur aux enfants. Et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le pianiste de Yarmouk, où il raconte toute cette histoire aussi de résistance. Alors, en écrivant cette histoire des passeurs de livres d'Araya, vous vous êtes beaucoup interrogé sur le rôle de l'écriture et le rôle des livres. Vous écrivez « L'écriture, pourquoi? À quelle fin? Comme j'aimerais sauter les pages de ce livre en gestation. Leur livre, celui de Daraya. Comme j'aimerais anticiper la suite, l'espérer moins tragique, poser le point final autour d'un heureux événement. En leur absence, ce manuscrit a-t-il encore un sens? Le roman a cet avantage que les récits n'ont pas. Il s'aventure sur les chemins de l'imagination en contournant l'autoroute du réel. Et est-ce que c'est pour ça que vous venez aussi à la fiction, que vous écrivez le roman? Oui, la première fois que je me suis posé cette question, c'est justement dans le processus d'écriture de Daraya, puisqu'il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'avais complètement perdu le lien avec eux. Évidemment, j'étais pétrie d'angoisse et presque de culpabilité, à me dire qu'est-ce qu'ils sont devenus. Moi, j'ai la chance d'être là dans un pays relativement plus libre, en l'occurrence la Turquie, et je craignais de plus jamais pouvoir leur parler parce qu'il y avait toujours ces bombardements. Donc finalement, ils sont réapparus plus tard dans nos conversations. Mais j'avais déjà toute cette matière et je me sentais comme détentrice d'une dette à leur égard. S'ils ne sont plus là, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout ou je continue à écrire? Mais si je continue à écrire, je ne suis plus dans le réel parce que je dois aussi pouvoir me nourrir de tout ce qu'ils ont dit pour essayer d'inventer ou d'imaginer la suite. Et c'est là où j'ai hésité. Est-ce que je continue ce récit le plus proche possible de la vérité, ou est-ce que je m'embarque dans la fiction? Le fait qu'il soit réapparu m'a permis de continuer sur ce fil de la vérité et de la justesse. Mais après, c'est resté une question en moi. Et puis cette question est revenue lors de mon livre suivant, qui s'inspire de cette purge colossale qu'ont subie les professeurs d'université en Turquie, où j'habite, après le coup d'État raté contre le président Erdogan en juillet 2016. Et là, pareil, j'ai fait le tour du pays à la rencontre de tous ces profs exceptionnels, parce qu'ils étaient complètement effacés par le pouvoir. Du jour au lendemain, il faut imaginer que ce sont devenus des parias de la société. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu, leur job, leur courriel, l'accès à leur casier dans les universités, l'accès à leurs étudiants. Pour certains, leurs noms ont été retirés de leurs propres publications et ils perdaient leur salaire, les cotisations sociales, leur chômage. Donc ils se retrouvaient littéralement pour certains à la rue à devoir vendre, voilà, être vendeur ambulant, vendre des châtaignes ou faire d'autres boulots. Et d'autres se sont dit on va résister. Et donc ils ont commencé à créer des universités parallèles et clandestines, dans des arrière-cours de café, dans des supérettes transformées en centres culturels. D'autres ont créé des universités online pour recréer un lien avec leurs étudiants. Mais c'était trop dangereux de raconter leur histoire avec leur propre identité. Et c'est là où je me suis dit, eh bien, je vais passer à la fiction. Et donc, pétrie et nourrie de tous ces récits, j'ai créé mon propre récit, j'ai créé mes propres personnages, et j'ai inventé l'histoire d'un couple à travers ce roman, L'Alphabet du silence, où mon personnage principal, Göktay, est un prof d'université qui a signé à l'époque cette fameuse pétition pour la paix,
qui demandait la fin des conflits, enfin des opérations armées turques contre les Kurdes dans les zones du sud-est, et qui, pour cette pétition, qui s'appelait littéralement la pétition pour la paix, a été accusé de soutien au terrorisme, et pour cette accusation-là, s'est retrouvé derrière les barreaux. Donc je voulais travailler aussi sur ce paradoxe et aussi ce virage autoritaire du président Erdogan. Donc Gökçay se retrouve derrière les barreaux, et sa femme, qui est universitaire et qui n'a jamais été militante, n'a jamais signé aucune pétition, qui en veut terriblement à son mari d'avoir mis en péril leur famille parce qu'ils ont une petite fille, se retrouve à batailler pour la libération de son mari et se retrouve à reprendre de fil en aiguille ce flambeau, puisque lui, il est en train de dépérir derrière les barreaux. Et elle, qui n'a jamais été engagée, se retrouve embarquée. Et j'ai voulu travailler là-dessus aussi. À quel moment on devient, en l'occurrence pour elle, la passionnara qu'elle n'aurait jamais imaginé être. Et c'était important pour moi de travailler là-dessus, parce que en chacun de nous, en chacun de vous, sommeille cette personne capable de beaucoup plus qu'elle ne le pense. Et c'est là où la peur, parce que moi-même je suis une grande peureuse, Gildas qui m'a accompagnée tout à l'heure dans une randonnée peut le confirmer, mais à un moment donné la peur se transforme en force, et quand on passe de l'autre côté, on se surprend soi-même et on surprend les autres. Et c'est le cas de Ayla, qui devient beaucoup plus forte à la fin que son mari. Et là, votre nouveau roman qui s'appelle Badjens, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, donne la parole aussi à une femme aussi qui sort du rôle qu'on lui a assigné. Et d'où elle vient, cette Badjens? Le point de départ, c'est Femme, Vie, Liberté. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par là? Qu'est-ce que c'est ce mouvement Femme, Vie, Liberté? C'est un mouvement incroyable. Enfin, j'ai encore la chair de poule en parlant, parce que j'aurais jamais imaginé ça en Iran. Il y a toujours eu cette fronde clandestine, cette révolution invisible. D'ailleurs, j'utilisais ce terme il y a déjà 20 ans dans un de mes premiers ouvrages, Les Pintades à Téhéran, où je parlais de la vie des femmes au quotidien. Mais donc c'était une révolution invisible qui se passait vraiment de façon plus souterraine. Et là, c'est une révolution qui se répand dans l'espace public, qui est née d'une terrible tragédie, puisque le 16 septembre 2022, on apprend la mort de Jina Mahsa Amini, une jeune iranienne d'origine kurde qui était venue en vacances à Téhéran et qui est prise à partie par la police des mœurs parce que son foulard a légèrement glissé. Et elle a été victime de tant de violences que donc d'abord elle se retrouve dans le coma et 3 jours plus tard, elle décède. Et sa mort a généré un soulèvement tellement inattendu. On aurait pu penser que les femmes complètement tétanisées décident de rentrer dans le rang, décident de se recroqueviller dans leur peur, et ça a été tout le contraire qui s'est produit. Tout le monde sort dans la rue, du nord au sud du pays, de l'est à l'est, à l'ouest, des grandes villes aux bourgades les plus reculées, du Kurdistan au Baloutchistan, en passant par l'Azerbaïdjan, les femmes, les hommes aussi, qui ont été très très solidaires de ce mouvement. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, et qui commence d'ailleurs pendant les funérailles de Mahsa Amini. Les femmes commencent à arracher leur voile, à se couper les cheveux, à danser sur les tombeaux et à célébrer la femme, la vie, en criant ce slogan magnifique qui est très universel. Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté. Et comme une traînée de poudre à travers tout le pays, toutes les femmes deviennent des rebelles assumées. Et parmi ces femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescentes, 16, 17 ans, comme mon héroïne, Badjens. Votre héroïne s'appelle Badjens, mais officiellement elle s'appelle Zara. D'où vient ce surnom, Badjens? Parce que c'est un surnom, qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi elle le porte, ce surnom?
J'ai été bluffée par toutes ces filles si jeunes qui auraient pu avoir l'âge de ma fille. Et c'est le décès de l'une d'elles, quelques temps après la mort de Mahsa Amini, qui m'a terriblement bouleversée et qui a été vraiment le déclic de l'envie d'écrire ce livre, Nika Shakarami. Une jeune dont les images ont ressurgi très rapidement sur les réseaux sociaux, une jeune femme, cheveux coupés très courts, pantalon un peu à la Gavroche, pantalon noir, qui, à un moment donné, on voit cette image, elle est en plein milieu de la foule de protestateurs, elle monte sur une benne à ordures renversée, elle retire son voile et elle le brûle face à la foule. Et elle disparaît. Et on n'a plus de nouvelles d'elle pendant 9 jours. D'abord, sa mort est masquée par le pouvoir, on fait croire qu'elle s'est suicidée. Et finalement, ses parents retrouvent son corps à la morgue et comprennent qu'elle a été tuée par les miliciens. Et c'est de là qu'est partie cette envie d'écrire, parce que je me suis dit, c'est fou, c'est que, en fait, cette fille, comme toutes ces autres adolescentes, elles ont littéralement marché vers la mort. Elles savaient le risque qu'elles prenaient. Mais c'est au moment où elles côtoyaient le plus la mort qu'elles ont été le plus en vie. Parce que Nika, comme les autres, à un moment donné, elles retirent leur voile et elles se réapproprient leurs cheveux. Leurs cheveux deviennent une espèce d'armure comme ça de combat. Leurs cheveux, leur corps, leur condition de femme à part entière. Et elles disparaissent. Et qu'est-ce qu'il nous reste d'elles? Une image, un nom, un âge. Mais qui était-elle? Qu'est-ce qui les a poussées à passer à l'acte? Qui était-elle entre 0 et 16 ans, voire même dans le ventre de la mère? Et c'est en me posant cette question-là, avec cette curiosité-là, avec cette soif de mieux les comprendre, que je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de me glisser littéralement dans la peau de l'une d'elles. Et pour me glisser dans la peau de l'une d'elles, je vais essayer déjà de retrouver un peu quelques traces de ces filles-là. Donc j'ai exhumé les réseaux sociaux à la recherche de ce qui restait d'elles, et j'ai découvert des journaux intimes sur des chaînes Telegram, des comptes Instagram, des comptes Twitter. J'ai découvert aussi leurs références culturelles, musicales. Et j'ai ensuite décidé de tisser un lien à travers pas mal, différentes villes de l'Iran, et de garder un contact avec différentes adolescentes pour créer ce personnage, Zahra, qui s'appelle Zahra à l'origine, et que sa maman, et ça c'est moi qui invente cette histoire, mais que sa maman décide d'appeler Badjens. Pourquoi? Parce que Zahra, c'est le prénom choisi par la grand-mère, qui est une bigote très religieuse, c'est un nom coranique, et donc par opposition, parce que la mère sait que le papa n'a jamais accepté sa fille, puisqu'il voulait un garçon, eh bien, sa façon de transmettre à sa fille une espèce de fil de rébellion, c'est de lui donner ce surnom Badjens, qui signifie mot à mot le mauvais genre, donc sous-entendu le sexe faible, le sexe raté, la femme, mais que les filles entre elles, quand elles se taquinent, quand elles s'amusent, réutilisent sous une autre forme. Et en fait, Badjens, pour se taquiner, c'est une façon de dire « Oh, t'es effronté, t'es culotté », un peu l'équivalent un peu en Occident ou aux États-Unis quand elles se traitent de badass. Et c'est là-dessus que je joue. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler Zahra Badjens. Et c'est aussi une façon de raconter aussi cette double identité au quotidien, cette schizophrénie. Et c'est ce qu'elle dit au début du livre. À un moment donné, elle dit « Je suis moi, je suis toi. Je suis Badjens et Zahra à la fois. » Mais au moment où à la fin elle monte sur sa benne à ordures, c'est là où les deux filles se rassemblent pour n'être plus qu'une, parce que là elle n'a plus peur et elle sait qu'elle est entière.
Alors pour illustrer cette schizophrénie au sein d'une même personne que vous incarnez dans Bad Gens, je vous propose de lire vous-même un extrait si vous êtes d'accord. Parce qu'elle finit par brûler son voile, mais ça couvait déjà depuis un moment. Le lendemain matin, mon père se contente d'un sourire de satisfaction en me voyant enfiler docilement mon marnaé, agent silencieux de mon dressage religieux. Ma mère ne décroche pas un mot. Elle ne dit jamais rien en présence de son mari. Debout, face au miroir de la salle de bain, je glisse mes cheveux sous le tissu. J'ajuste la couture au niveau du menton. Je rentre une dernière mèche qui dépasse de derrière, puis je franchis, méconnaissable, le seuil de la maison. À part ma frange, tout a disparu sous le hijab. L'école est à 500 mètres de chez nous. Je traîne des pieds pour m'y rendre. Je me sens ankylosée. Mon nouvel uniforme me pèse et me ralentit, mais voilà, Dieu en a décidé ainsi. Devant la grille d'entrée, Madame Jamshidi se tient droite comme un piquet. De derrière ses lunettes, elle inspecte le moindre détail, dans le moindre détail nos petits corps à peine formés. La fille avant moi est renvoyée chez elle à cause de son vernis à ongles. Plus tôt, une autre élève a été forcée de passer un coton démaquillant sur ses lèvres souillées de rouge. Mon tour arrive. J'avance, de 2 pas prudents. L'institutrice me scanne des pieds à la tête d'un air plutôt satisfait, puis s'arrête sur mon front. « Tu aimes Dieu ?»« Oui. »« Tu ne veux pas le décevoir ?»« Ben, non. »« Alors cache-moi vite cette frange et redresse ton marnaé. » Je reste interdite. Non pas de peur cette fois-ci, mais d'incompréhension. En quoi quelques mèches rebelles sur le front entachent-elles la religion? Si Dieu est aimant, il saura être indulgent. Il saura distinguer le bon du mauvais. Il me connaît. Moi qui courbe l'échine à chaque commémoration. Moi qui fais toutes mes prières durant le ramadan. Qui déploie 1001 efforts pour mémoriser des passages du Coran. Si le hijab était la clé d'accès au paradis, il y aurait de sacrés embouteillages en enfer, non? Alors de quelle divinité parle Madame Jamshidi? D'un Dieu fait sur mesure pour mieux nous oppresser? D'une caméra vissée sur les nuages pour nous épier de tout là-haut? Je n'ose pas la contredire, elle me punirait sur le champ. Elle et sa pseudo-religion, elle et sa litanie d'injonctions. Alors, je cède à son diktat. Sous son regard inquisiteur, j'enferme mes petites mèches rétives dans mon foulard prison. Je rejoins mes camarades dans la classe. Je m'assieds, bien calé derrière mon pupitre, bien enfoncé dans ma chaise en bois. Mais face au tableau noir, surmonté des portraits des 2 cas, je bouillonne d'une colère insoupçonnée qui cogne sous mon manteau. Je lève les yeux vers eux. Je foudroie du regard ces 2 ayatollahs, symboles d'une pseudo-révolution islamique qui castre les femmes depuis 1979. Puis, je ferme mes paupières. Je me concentre de toutes mes forces sur leur visage imprimé sur ma rétine. Et sans attendre, je les déchire dans ma tête, puisque je ne peux pas les déchirer pour de bon. C'est ce jour-là, je crois, qu'une autre est née à l'intérieur de moi, une seconde moi, hors la loi, indocile et frondeuse, tout le contraire de ce que je parais. À compter de ce jour, chaque fois que je sortirai dans la rue, je plaquerai assidûment mon marnaé sur la tête. Je m'assurerai de ne laisser dépasser aucun cheveu du foulard, de chasser la moindre touffe rebelle.
je me suis reprogrammée. Il y aura un dedans et un dehors, la vie imposée et la mienne. À l'école et dans la rue, je serai celle qu'on veut que je sois. À la maison, celle que je veux être. Alors à la maison, elle arrive à être celle qu'elle veut être parce qu'il y a sa mère, parce qu'on l'a compris, le père ne l'accepte pas. J'ai envie de dire, ne l'accepte pas du tout, ni telle qu'elle est, ni telle qu'elle devrait être, puisque c'est une fille. Le rôle de cette mère, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, parce que c'est un personnage effacé, mais central dans ce livre. En fait, c'est presque comme un rite de passation. Sa mère, c'est l'autre génération. C'est la génération qu'on appelle un peu la génération brûlée en Iran. C'est aussi ma génération, la génération des filles iraniennes de mon âge. Cette génération qui a grandi dans le carcan de la République islamique, peu de temps après l'établissement de la théocratie iranienne, qui a grandi avec les interdits, avec la charia imposée, le fait que la femme est censée ne compter que pour la moitié d'un homme, qui a grandi, en fait, qui a eu une espèce d'influence sacrifiée également, puisque c'est la génération de la guerre Iran-Irak, qui a duré entre 80 et 88, c'est très très long. Donc c'est la génération qui a dû se réfugier dans les abris des immeubles quand il y avait les bombardements irakiens. Et c'est la génération qui a beaucoup cru aux réformes à l'époque, à la fin des années 90, donc on parlait de Khatami tout à l'heure, et qui a toujours pris ce parti de se dire on veut pouvoir réformer le système de l'intérieur. Donc une génération beaucoup plus prudente. La génération de Badjens, c'est la génération qui envoie tout balader, qui veut tout faire tomber, qui n'accepte pas les compromis. Elle est irrévérencieuse, elle est entre guillemets je m'en foutiste, et elle veut faire tomber à la fois le voile, mais aussi le régime. Mais si cette génération a autant de fougue, autant d'audace, je pense, et c'est ça que j'essaye de transmettre à travers le livre, je pense que les mamans, les mères ont joué un rôle prépondérant dans les foyers. Et là, on sort du chemin politique, et c'est ça qui m'intéresse aussi, toujours dans les histoires. C'est que, quelque part, la maman de Badjens, comme les mères de tant d'autres Badjens en Iran, elles leur ont transmise cette liberté. Parce que, d'abord, elles ont fait le choix de ne pas avoir autant d'enfants. C'est souvent des foyers avec 1 ou 2 enfants. Donc ça veut dire qu'économiquement, c'est plus viable, plus facilement viable. Donc ce sont des mères qui ont tout donné toutes leurs économies pour leurs filles, qui leur ont acheté, et c'est la génération Z, c'est les générations connectées sur l'Internet, qui leur ont donné des téléphones portables, qui leur ont donné des tablettes, qui les ont laissés regarder les séries Netflix, téléchargées de façon piratée sur l'Internet. C'est les mamans qui ont autorisé, et on n'imagine pas ça en Occident, mais qui ont autorisé leurs filles à aller au club de sport du quartier, à prendre des cours de karaté. Un cours de karaté, c'est déjà une forme de rébellion. Et donc, la maman de Badjens lui transmet tout ça. Elle lui donne les clés de la liberté. Elle lui offre cette liberté qu'elle n'a jamais osé combattre pour elle-même. Et à un moment donné, il y a cette scène où Badjens rêve d'être tatoueuse, et sa maman va vendre tous ses bijoux en or. Et là, je me suis inspirée d'une histoire vraie, d'une jeune femme que j'ai interviewée à travers l'écran de mon ordinateur, et qui m'a raconté cette histoire incroyable. Sa maman a vendu tous ses bijoux pour qu'elle puisse créer son petit studio de tatouage dans sa chambre à coucher. Et quand le papa allait au travail, eh bien, la maman était de mèche. Elle autorisait tous les copains à venir dans la chambre à coucher pour que sa fille fasse des tatouages aux amis. Et évidemment, même à ce moment-là, et c'est aussi ça le pouvoir des mots, le pouvoir des dessins, le pouvoir du moindre signe, c'est que les tatouages ne sont pas anodins. Elles vont se faire tatouer des ailes de colombe parce que c'est un symbole de liberté, ou évidemment le slogan « Femme, vie, liberté ». Et tout devient rebelle, tout devient frondeur, grâce à la mère. Et vous l'avez évoqué aussi, grâce à l'ouverture sur le monde que permet Internet, dans votre livre,
le personnage principal noue une amitié avec une Coréenne. C'était assez inattendu, ça. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez observé ou un témoignage que vous avez retranscrit? Oui, ça m'a vraiment été inspiré par tant de filles avec qui j'ai parlé. Et c'est intéressant parce que ce lien avec l'étranger qui se faisait progressivement grâce à l'Internet, autrefois grâce aux paraboles, qui sont surnommées en Iran les antennes paradiaboliques, parce qu'elles sont interdites, mais tous les Iraniens sont des rois de la bidouille. Et donc, ils installent sur les toits des immeubles et des maisons de petites antennes qui ressemblent à des assiettes et qui permettent de se connecter au monde sur les chaînes étrangères. Eh bien, grâce à tous ces réseaux sociaux, etc., les jeunes progressivement ont tissé du lien, ce qui fait que c'est une génération très ouverte sur le monde, très informée, et qui a été biberonnée à la propagande du système, mais qui se nourrit de tout ça. Et arrive à ce moment-là Covid. Ben, Covid, ça a rendu service aux Iraniens et Iraniennes, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire d'autre que de passer leur temps sur l'Internet. Alors, passer du temps sur l'Internet, c'est galérer la moitié du temps, parce qu'il y a la censure, il y a les filtres, il y a les blocages. Donc, ils ont tous au moins 15 à 20 VPN, les VPN, qui permettent de casser les filtres et de contourner les interdits et de se connecter. Et comme ils ne pouvaient plus communiquer avec leurs amis, puisqu'ils ne pouvaient plus rendre visite à leurs copains et leurs copines, eh bien, ils se sont fait des amis à travers la planète. Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces filles qui s'étaient fait des copines à Los Angeles, en Éthiopie, en Corée du Sud. Et c'est ce qui m'a inspiré, cette amitié qui se crée à un moment donné, en effet, entre Bad James et une fille en Corée du Sud, et comment elles font connaissance grâce... Et c'est aussi ce qui incarne la jeunesse iranienne, mais qui incarne la jeunesse occidentale aujourd'hui. Ils sont tous sur ce qu'on appelle les fan pages, des groupes, des groupies qui suivent ensemble des séries sur Netflix, qui ont tous vu Wednesday, mercredi, ou qui sont fans de K-pop. Et en l'occurrence, oui, elle fait connaissance avec cette sud-coréenne parce qu'elle est fan de K-pop coréenne. Et grâce à ça, elle tisse une amitié complètement improbable. Et du coup, cette coréenne devient cette confidente qu'elle ne pourrait pas avoir dans son propre pays. Alors pour conclure, vous qui observez au microscope cette société iranienne depuis 1997, si je ne me suis pas trompée dans la date, quel avenir entrevoyez-vous pour ces jeunes générations, hommes et femmes confondus d'ailleurs, en Iran? J'ai beaucoup d'espoir parce que... alors c'est vrai que la révolution des femmes n'a pas abouti. Elle a été confrontée au mur de la répression, de la violence. Il y a des centaines de manifestants qui ont été tués. À l'heure où l'on parle, il y a des milliers de personnes qui sont derrière les barreaux, parmi lesquelles de grands et de grandes activistes. Je pense à Narges Mohammadi qui a eu le prix Nobel de la paix. Des filles qui ont perdu aussi un œil dans les manifestations, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, les miliciens tiraient sciemment contre soit les parties génitales, soit vraiment des parties du visage, en l'occurrence les yeux. Et malgré ça, malgré cette violence, eh bien, il y a quelque chose qui se poursuit. Donc, les Iraniennes me disent souvent, on n'a pas réussi à changer de régime, mais il y a quelque chose qui est très fort, on est parvenu à changer de trajectoire. Et en fait, si la révolution n'a pas abouti, il y a de facto, il y a un point de non-retour. Et c'est la révolution des mentalités. Et ça, c'est très très fort. Et cette révolution des mentalités, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en quotidien en Iran. C'est des femmes qui, malgré les risques encourus, continuent à sortir dans la rue sans voile, à aller travailler sans foulard, à prendre le métro sans foulard, à être au volant de leur voiture sans foulard, qui, pour certaines, se retrouvent arrêtées et qui, dès qu'elles sont libérées, arrachent à nouveau leur voile, font le V de la victoire, diffusent leurs photos sur Twitter et les réseaux sociaux, au risque
d'être à nouveau arrêtées. Et même au moment où l'on parle, toutes ces femmes qui sont derrière les barreaux, comme Narges Mohammadi et tant d'autres, eh bien, elles refusent de céder au silence et elles se débrouillent par des stratagèmes incroyables et dont je ne peux pas non plus révéler les secrets, mais à travers des discussions avec leurs avocats, à travers des filles qui vont être libérées. Elles posent des petits mots et des histoires sur des bouts de papier. Et tout ceci est reconstitué de l'extérieur de la prison, transformé en lettres qu'elles souhaitent être publiées à l'étranger, en Occident. Donc certains des textes ont été publiés dans le Figaro, dans le journal Le Monde, dans le journal Libération. Et elles ont toujours ce message qui est très fort, qui, quand on leur demande « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elles disent « soyez notre voix, ne nous oubliez pas, transmettez nos messages ». Et je trouve ça très fort de leur part. Donc oui, je garde espoir, parce que la société civile est incroyable, vraiment incroyable. Merci beaucoup, Delphine Minouy. Merci. J'ai un micro sans fil qu'on peut faire passer dans le public. Donc s'il y a des questions parmi vous, il y a un petit peu de temps pour ça. Oui, Merci. Je voudrais savoir ce que pensent les jeunes femmes iraniennes qui prennent énormément de risques en levant leur voile, ce qu'elles pensent de leurs consoeurs musulmanes occidentales, françaises notamment, qui portent volontairement le voile. Alors, elles ont tendance à essayer de faire la distinction entre, parce que c'est deux contextes complètement différents. En ce qui les concerne, elles, le message qu'elles transmettent en permanence, comme un message de tolérance et de respect, c'est de dire que elles, leur révolution, c'est pas contre le voile, c'est pas contre le foulard, c'est contre le foulard obligatoire. Elles disent, c'est pas une question de combat même pour ou contre l'islam, pour ou contre le foulard, c'est un combat pour avoir le choix de décider par elles-mêmes, de décider par elles-mêmes du contrôle. En fait, elles veulent se réapproprier tout simplement le contrôle de leur corps. Et c'est le message qu'elles veulent transmettre à leur père en Occident, qui se voilent, qui décident de se voiler, c'est de leur dire, si c'est votre propre choix, si c'est pas imposé par le prédicateur de la mosquée du coin, si c'est pas imposé par le père, si c'est pas imposé par le frère, faites ce que vous voulez. Par contre, ayez le courage de tenir tête si ça ne vient pas de votre propre gré. Donc c'est pour ça que parfois, parce que dans toute situation, malheureusement, on tombe parfois entre guillemets dans des extrêmes. Leur idée est de dire ne tombons pas dans des amalgames. Elles ne veulent pas non plus que leur combat soit récupéré par certains qui seraient dans une idée de voilà, on va se battre contre les musulmans pour un la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est vraiment cette idée avant tout du choix. Et là où elles se sentent aussi solidaires des femmes par extension, même en France, c'est de dire que c'est ça, en fait, elles aujourd'hui, peut-être des années plus tard, mais c'est là où elles rejoignent les femmes, elles sont à la croisée des chemins, entre guillemets, entre mai 68 et MeToo. C'est qu'il y a un télescopage. Et dans ce mouvement Femmes et Liberté, c'est dire, on veut se réapproprier la parole et on veut se réapproprier notre corps. Laissez-nous tranquilles. C'est notre choix, point à la ligne. Vous n'avez pas à donner votre avis là-dessus. D'abord, merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données et pour cette espèce de vin de bonheur peut-être qui peut leur arriver un jour, et je le souhaite. Je voulais juste vous préciser aussi que cette histoire, elle est largement connue parce que vous parlez des réseaux sociaux, mais justement ce lien a permis
de faire connaître dans beaucoup de pays cette histoire, cette lutte, femme, vie, liberté. Ce slogan a été repris dans toutes les manifestations féministes du 8 mars, par exemple. Je sais partout dans le monde aussi. Donc il y a bien une solidarité. Et ça, c'est essentiel parce que sans solidarité, ça ne pourra pas changer. Ou ça aura plus de mal à changer. Sur la question du choix, moi, je m'interroge aussi dessus parce que je suis présidente d'une association et nous allons dans les quartiers à Nîmes pour justement ouvrir la parole, parler avec les femmes, etc. Nous sentons qu'il y a une pression très forte aussi sur cette question-là, importante, sur les jeunes filles aussi. Ma petite fille était amie, par exemple, avec une jeune fille au collège qui, à la sortie, remettait son voile dans le bus et disait « si je ne le fais pas, je vais me prendre... voilà. Donc cette question-là, elle est importante aussi. C'est-à-dire avoir conscience de la force qu'on peut avoir quand on décide par soi-même de son choix. Mais ça demande une sacrée résistance, ici aussi. Hein, je voulais le dire. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce que justement, et j'espère bien que le récit de Bad Jens puisse inspirer des jeunes comme celles que vous citez. C'est-à-dire que je pense que moi, je ne suis pas là pour transmettre des messages. Parfois, on me pose la question, est-ce que tu es une journaliste ou une écrivaine engagée? Je dis non, moi, je ne suis pas engagée. Je veux être quelqu'un qui engage mes lecteurs. Et je transmets. Et je me dis que s'il peut y avoir un effet miroir entre une Bad Jens à Téhéran, qui se bat à 16 ans contre le voile, contre la culture, à la fois, je dirais pas la culture religieuse, mais une interprétation erronée de l'islam et de la religion, et contre le patriarcat. Si une fille ici peut s'identifier à Bad Jens, et à travers tout ce cheminement vécu par Bad Jens de 0 à 16 ans, et en découvrant cette audace incroyable dans un pays où il y a beaucoup plus de prise de risque, si elle, à son niveau ici en France, ça l'inspire, et que ça lui donne ce courage invisible et silencieux et secret, de peut-être se rébeller contre son papa, contre son frère, ben ce serait déjà un grand pas en avant. Ma question, elle est pas tout à fait dans le droit fil de tout ce que vous nous avez expliqué. Et comme vous connaissez bien la société iranienne, je me permets de vous la poser. Donc on comprend que les dirigeants iraniens, ils sont en train de se couper d'une partie de la population, des jeunes, des femmes. Et également, ces dirigeants barbus, dictateurs, ils subissent eux-mêmes une dictature, et celle de l'embargo économique imposé par les États-Unis, qui fait que les États-Unis, par une sorte de diktat, ont interdit aux Iraniens de commercer avec les autres pays et de vendre leur pétrole, ce qui a amené une chute du niveau de vie et une augmentation énorme du chômage. Donc, je suppose que le but de cet embargo, c'est de couper encore plus les dirigeants de leur population. Est-ce que vous croyez qu'on arrive au point de rupture? Je pense que le mouvement Femmes et Liberté est symbolique de ce point de rupture entre une société très jeune, avec des idéaux universels, justice, démocratie, égalité entre hommes et femmes, très ouverte sur le monde, et un pouvoir complètement gérotocratique où la moyenne d'âge des ayatollahs, c'est entre 70 et 80 ans. Et donc il n'y a jamais eu un tel fossé entre le pouvoir et la société. Et c'est là où la fissure existe. Et pour revenir à l'embargo, oui, l'embargo américain fait mal au pays, mais je dirais que ce qui fait le plus mal au pays, parce que c'est toute l'hypocrisie du système, c'est que l'embargo, malheureusement, il touche la société, mais il ne touche pas les gardiens de la révolution, qui sont vraiment le deuxième pouvoir invisible, enfin l'État dans l'État en Iran. Et les gardiens de la révolution, ils ont le contrôle des frontières, ils ont le contrôle du business, tout ce qui passe, les frais de douane, etc. Et eux, plus il y a d'embargo, plus ils s'enrichissent. Et le pays, depuis des années, a appris à contourner l'embargo en faisant du business avec l'Inde, avec la Russie, avec la Chine. Et donc, c'est pas spécialement... Si les États-Unis imaginent, je pense que c'est innocent et enfin, très naïf de leur part, d'imaginer qu'ils feront tomber le régime grâce à l'embargo, ben, ils ont tout faux. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disent aussi les Iraniens. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un régime de l'extérieur. Ils ne veulent pas de l'aide des Américains. Eux, ils veulent
créer un nouveau système de l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu une opposition en exil qui s'est mise en place, mais qui a très rapidement été assez récupérée quand même, notamment par les Américains. Et en fait, les vrais opposants, ils sont où en Iran? Le futur gouvernement en Iran, c'est ce que tout le monde dit. Il est derrière les barreaux de la prison d'Evin. Et au moment où on parle, ils sont en train de discuter entre eux. Ils rédigent de futures constitutions idéales. Ils parlent de fédéralisme qui inclurait aussi toutes les ethnies du pays. Ils parlent d'égalité entre hommes et femmes. Et donc c'est à Evin que tout ça est en train de se passer. Oui, merci. Juste pour continuer, j'avais une question qui est assez proche de la vôtre. Aujourd'hui, depuis un an, les lois ont été durcies par rapport au port du voile et au fait que si ce n'est pas respecté, je crois que la peine de prison peut aller jusqu'à 5 à 10 ans. Quand on a conscience de cet élément, donc du risque pris par ces femmes, et quand on voit l'ampleur qu'ont eu les manifestations pendant plus d'un an, bon, on se fait un peu tasser, mais pendant plus d'un an, c'était extrêmement fort dans tout le pays. Qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement? Qu'est-ce qui peut faire vraiment basculer ce gouvernement, ce système? Je pense que du côté de la société, ça a déjà basculé. C'est-à-dire qu'elles ont imposé des acquis. Aujourd'hui, on arrive à un tel point. Imaginez si vous êtes une femme au volant de votre voiture et que vous êtes flashée et vous êtes prise en photo, parce qu'il y a aussi des histoires de reconnaissance faciale, etc., mises en place grâce à leurs amis chinois. Je ferme la parenthèse. Les femmes se font retirer leur permis de conduire. Elles sont convoquées au poste de police et la voiture atterrit à la fourrière. Et elles doivent payer des amendes colossales qui sont l'équivalent parfois d'un an de salaire. Mais moi, ce qui m'épate, c'est que malgré tout, elles vont continuer. Vous voyez? C'est ça qui est fou. Alors, c'est pas ça qui va renverser le pouvoir. Parce que pour que le pouvoir tombe, on l'a vu ces derniers mois, pour que le pouvoir tombe, il faut qu'ils arrivent à atteindre la masse critique. Et autant on évoquait tous ces jeunes qui sortent dans les rues, la génération d'avant continue à rester prudente. Comme les mères et les pères de ma jeune héroïne Bad James. Donc c'est vrai que tant que ces gens-là ne sortiront pas dans la rue, ce sera difficile, vous voyez, d'assister à ce point de bascule. Ou tant que les ouvriers des usines qui se sont beaucoup mobilisés à travers les syndicats, mais pas suffisamment, tant qu'ils ne rejoindront pas tout le mouvement, ça sera aussi délicat. Pourquoi ils ne rejoignent pas le mouvement? C'est parce qu'ils font leurs propres calculs. Dans un pays qui fait face à une inflation galopante, un taux de chômage phénoménal, eh bien, ils ont quand même des bouches à nourrir. Et c'est ce qui se passe aussi, même, je cite les chauffeurs de taxi que me citent mes amis aujourd'hui en Iran, c'est que parfois, quand elles montent dans leur taxi, ils les supplient. Ils leur disent, s'il vous plaît, je suis solidaire de votre cause, mais je vous en supplie, seulement pour ce trajet en taxi, remettez votre foulard, parce que sinon, on me retire mon permis, on me retire tout, et ce soir, je ne pourrai plus nourrir mes enfants. Donc il y a des compromis comme ça. Donc les femmes remettent leur voile dans les taxis, les retirent quand elles ressortent dans la rue, et chacun trouve son compte, mais en même temps, en filigrane, la rébellion, entre guillemets, se poursuit. Je pense que le vrai point de critique et le vrai tournant, ce sera sans doute à la mort du guide religieux, l'ayatollah Khamenei, où il y aura un mouvement. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Ça peut être, pour le meilleur comme pour le pire, ça peut être un mouvement de masse dans les rues, tout comme ça peut être une espèce de coup d'État organisé par les gardiens de la Révolution qui reprendront le pouvoir en créant une espèce de dictature militaire un peu à la pakistanaise, en lâchant du lest, en disant aux femmes, ok, retirez vos voiles, mais par contre, on veille à ce que les opposants restent muselés, à ce que chacun reste dans le rang. Le nouveau président qui vient d'être élu après la mort du précédent et la religion, l'ayatollah, est-ce qu'il y a des failles possibles où les opposants peuvent s'engouffrer? C'est tout nouveau, mais est-ce qu'on a déjà un peu un tableau, une idée de comment ça peut se passer dans les années qui viennent? Alors, c'est vrai que d'année en année, il y a de plus en plus de taux d'abstention lors des élections présidentielles, législatives, municipales. Donc ce qui est symbolique de la
véritable crise de légitimité du pouvoir. Il faut savoir que tous les candidats, à chaque fois, sont présélectionnés par une instance qui s'appelle le Conseil des gardiens de la Constitution. Mais, en l'occurrence, il y a quand même ce président réformiste qui a pu se présenter et qui a remporté les élections. Donc ça insuffle quand même une certaine forme d'espoir, puisqu'il l'a dit pendant sa campagne électorale, dans ses discours, il a dit qu'il allait batailler pour justement réformer même la question du voile, il allait œuvrer pour la reprise d'un dialogue avec l'Occident, notamment sur la question le grand dossier sensible, le nucléaire iranien. Donc il y a un espoir, mais on sait, et on l'a vu à travers le passé, quand Khatami, le réformiste, a remporté les élections, quand plus tard Hassan Rouhani, un modéré, on va dire, a été également président, c'est qu'il y a eu des vannes qui ont été ouvertes, mais à chaque fois, c'est quand même le guide suprême qui a eu le dernier mot. Alors c'est un sujet complexe, donc inépuisable, mais je vous propose qu'on s'arrête là. Delphine Minouy sera à la sortie de je vais dire la salle, mais enfin de l'espace pour dédicacer ses livres. Merci à toutes et tous pour votre attention et merci beaucoup Delphine Minouy d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment.